Je crois que les deux mots-clés, c'est la liberté et la responsabilité. On a depuis des années et des années, au fond, corseté pour baisser la dépense ou pour contraindre la dépense en matière de santé. On a essayé les formules les plus bureaucratiques, c'est-à-dire qu'on a réglementé, normé, contrôlé, et on a voulu le faire d'une manière à la française, très cartésienne, identique partout sur le territoire. C'est un demi-échec, il faut bien le dire, puisqu'il y a aujourd'hui des problèmes d'accès aux soins. Donc il faut redonner de la liberté et de la responsabilité. Il faut redonner de la liberté aux médecins. Il faut leur fixer des cadres, des objectifs. Puis une fois qu'on leur a fixé ces objectifs, il faut les laisser faire leur métier comme ils l'ont appris, ne pas chercher en permanence à leur dicter leur conduite, à leur dicter la manière dont ils doivent exercer leur métier. Il faut laisser de la liberté aux hôpitaux. Les hôpitaux doivent être autonomes, au fond un peu sur le modèle de ce que mon gouvernement avait engagé pour les universités. Les hôpitaux doivent être le plus autonomes possible. Ils doivent pouvoir utiliser les modes de gestion privés, tout en restant naturellement armés par des personnels sous statut public. Et puis, il faut juger des performances des établissements et à partir de ces performances, faire en sorte qu'il puisse y avoir des évolutions. Vous savez, moi je crois que la réponse à la question que vous posez, quelles sont les mesures à prendre pour inscrire dans la durée notre système de santé, que ces réponses, elles relèvent de choix politique. Trop souvent, la santé apparaît comme quelque chose qui irait de soi, quelque chose qui transcenderait les clivages politiques. Il y a des choix, et les choix que j'ai faits, c'est l'accès aux soins qui doit être facilité en tout état de cause, d'où des mesures que j'ai prises, refuser les déremboursements, résoudre le problème du déficit de la sécurité sociale sans demander aux patients de payer plus, la question du tiers payant par exemple qui est clairement un choix d'accès aux soins, et donc il y a des choix politiques qui sont extrêmement forts, et je crois que si nous voulons que notre système de santé continue de répondre à la demande des Français, nous devons garantir l'accès aux soins partout sur le territoire, faire en sorte que l'innovation permette de transformer les prises en charge, que les Français se sentent accompagnés, soutenus, qu'ils aient toute l'information qu'ils souhaitent, et puis évidemment que les professionnels de santé, les structures hospitalières soient soutenus et pérennisés partout sur le territoire, d'où un certain nombre de mesures que j'ai prises. Bon, d'abord la santé, c'est une des priorités des Français, très présent au cœur de la vie des Français, et c'est finalement assez peu présent dans le monde politique. On en parle très peu à l'occasion des grandes élections, seulement à l'occasion d'une loi. Ces derniers temps, on en a parlé essentiellement à cause des attaques que la médecine libérale a subies du fait du gouvernement, avec notamment le tiers payant généralisé et en fait derrière tout un processus d'étatisation de la santé. Moi je crois qu'aujourd'hui le monde de la santé court deux risques en France. D'abord, il y a vraiment un projet d'étatisation qui n'est pas assumé par le gouvernement et la ministre de la Santé, mais qui est bien présent. Et puis, il y a aussi une dimension de financiarisation, de vente d'un certain nombre d'institutions de santé à des grandes institutions financières, avec le risque de court-termisme que ça fait peser sur nos dispositifs. Au total, ce qui fait la force et quelque chose auquel je crois les Français sont très attachés du système de santé, qui est la médecine libérale, l'articulation entre un pilier public et un pilier privé, qui crée le caractère à la fois de grande proximité et en même temps de grande qualité, caractère aussi innovant du dispositif. Ça, c'est en train de s'effondrer, de disparaître, et moi c'est sur ça que je veux travailler. La priorité, c'est d'abord qu'on garantisse aux Français le remboursement des soins de base. Je pense en particulier à l'optique et au dentaire, où j'estime qu'on a reculé depuis quelques années. Donc c'est un des engagements que je prends, de garantir un meilleur remboursement des soins optiques et des soins dentaires. La deuxième priorité, c'est que tous les Français aient accès à des soins de qualité sur tout le territoire. Il y a des inégalités dans ce domaine inacceptables. Qu'on doive attendre 6, 7, 8 mois, comme c'est le cas dans mon département de l'Eure, pour avoir rendez-vous chez un spécialiste, c'est absolument inacceptable. Ensuite, je pense aux médecins libéraux. Il faut absolument revaloriser le métier de la médecine libérale, lui redonner du sens, garantir une meilleure rémunération. Enfin, il y a l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui traverse des moments difficiles, il est en pleine redéfinition. Eh bien, il faut encourager cette redéfinition de la place de l'hôpital et être auprès des personnels hospitaliers. Mon objectif est donc de préparer avec vous
dans le dialogue et dans l'écoute, l'organisation de nos soins pour les générations futures. Ma première conviction est claire. Rien ne sera possible si nous ne rétablissons pas un climat de confiance entre les acteurs du système de soins et les pouvoirs publics. Cette confiance doit être forte, durable, sereine, et aujourd'hui, elle fait terriblement défaut. J'ai l'ambition de donner un souffle nouveau à notre système de santé, si précieux, mais si fragile. La formation des médecins français est d'une qualité enviée par de nombreux pays. Le libre choix du patient entre plusieurs professionnels ainsi que la coexistence des secteurs publics et privés fait la richesse de notre système de santé. Les chercheurs français innovent, malgré les taux qui se resserrent d'année en année sur les budgets de la recherche. Eh bien, je compte sur vous. Pour développer la recherche clinique à l'hôpital, il y a deux priorités. La première a été très bien identifiée par Avisan, qui a fait des propositions pour simplifier la façon de répondre aux appels à projets et plus généralement de simplifier tous les financements pour que les médecins restent concentrés sur la vocation qu'ils ont choisie, soigner, et ne se transforment pas en bureaucrates. Donc ça, c'est indispensable, il faut passer à l'acte. Et puis deuxièmement, il faut organiser, renforcer les relations entre la médecine à l'hôpital et la médecine de ville, car de très nombreux progrès du fait de la médecine, du développement de la médecine ambulatoire sont liés à la bonne articulation entre ces deux secteurs. Le gros risque, la dépense lourde, la solidarité publique est indispensable et il faut mieux l'organiser. La dépendance légère, eh bien j'assume que ce soit dans une logique d'assurance, aidée par la collectivité publique, ordre de grandeur 3 milliards d'euros d'aide publique, mais en encourageant nos concitoyens à s'assurer, sans obligation, cependant aidés, d'autant encourager qu'il y a une part dans une logique plus de placement et une part dans une logique purement assurantielle. Notre devoir, et le mien, c'est de tout faire pour que notre protection sociale en France, qui reste l'une des meilleures du monde, enfin c'est ce que nous proclamons, il faudrait aussi vérifier, compte tenu des atteintes qui ont pu être portées ces dernières années, mais de faire en sorte que notre système de santé, qui, incontestablement, est parmi les meilleurs du monde, puisse être toujours là comme une sécurité pour les Français. Et nous devons donc permettre qu'ils puissent intégrer toutes les innovations et les progrès et en même temps faire que personne ne s'en trouve exclu pour des raisons financières. La condition, si nous voulons y parvenir, c'est de faire les économies nécessaires pour mobiliser les ressources afin que notre système de soins soit le plus efficace là où il est le plus attendu. Pour moi, c'est clair. Il y a toute la question de la médecine libérale et de son avenir. Nous travaillons sur une médecine libérale 2020. Il faut rendre de nouveau attractif la profession de médecin sur toutes ses formes. Il faut rendre du temps médical aux médecins. 15% de leur temps, c'est aujourd'hui de la paperasserie totalement inutile. Et sans doute, il faut revaloriser la rémunération de la fonction de médecin en la diversifiant. Je suis attaché à la rémunération à l'acte, mais il y a également une mission de prévention, de santé publique qui n'est aujourd'hui pas prise en compte et qu'on devra prendre en compte demain. Le pari que nous voudrions faire, c'est le pari de l'autonomie. Je voudrais faire pour les hôpitaux ce que nous avons fait pour les universités, rendre de la liberté aux acteurs de la santé, ça me paraît essentiel. L'autonomie, ça voudra dire le choix des spécialités, le choix des patients, le choix du nombre de lits, y compris la liberté de discuter heures de travail différenciées dans le cadre de son hôpital. 2 obligations seulement, un partenariat avec l'Agence régionale de santé et un engagement d'équilibre budgétaire. Voilà, donc toutes ces interviews des personnalités qui nous ont accordé des entretiens, vous les retrouvez beaucoup plus en longueur, hein, il y a beaucoup plus de détails sur notre plateforme France Santé 2017, chacun nous ayant accordé environ
5 à 10 minutes d'interview. Chacun, évidemment, vous l'avez compris, pas tous. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas encore disponibles. Brice Teinturier, quelques indications sur l'attente des Français par rapport aux politiques. Oui, sachant qu'en matière d'élection présidentielle, je ne suis plus tout à fait un perdreau de l'année. Donc l'attente, Voilà. elle est toujours extrêmement forte, mais ça, ce n'est pas surprenant. Ce qui est intéressant, c'est quand on compare les demandes d'information à l'égard de très nombreux thèmes d'information également et de solutions. C'est-à-dire que la question précise, et c'est important, et pour chacun des enjeux suivants, est-ce que vous avez le sentiment que les candidats à l'élection présidentielle et leurs équipes expriment trop, pas assez ou comme il faut leur analyse de la situation et les solutions qu'ils préconisent? Alors le tableau est assez terrible pour les acteurs politiques puisque massivement, quels que soient les sujets, on estime que leurs analyses sont insuffisantes et encore plus probablement les solutions. Mais dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que la sauvegarde du système de santé français est tout en haut du tableau. C'est logique compte tenu des tout premiers indicateurs que je vous avais montrés en début et qui faisaient part d'une très grande inquiétude sur l'avenir du système de santé. Ils sont donc, je passe rapidement, massivement favorables à ce que ces questions occupent une place importante dans le débat de 2017. Là où les choses se corsent un petit peu, c'est qu'en termes de confiance, eh bien, c'est la défiance qui prédomine. Quand on demande si on fait confiance à la gauche, à la droite, ou à ni l'un ni l'autre pour mener la réforme nécessaire, puisqu'on nous parle de réforme nécessaire, vous le voyez massivement, 57% ni l'un ni l'autre. Petit avantage ensuite à la droite, 19% sur la gauche, mais c'est quand même quelque chose qui montre l'ampleur de la défiance. Et pour autant, 69% des Français considèrent que c'est bien pendant le prochain mandat présidentiel qu'il faudra faire une réforme en profondeur. On a cette exigence et cette idée qu'on ne peut pas attendre et qu'il faut aller plus vite et que c'est le mandat qui sera ici essentiel. Avant-dernier résultat, qui montre aussi l'intensité toujours de l'inquiétude. Si la réforme n'est pas faite, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, les Français sont quand même persuadés, vous le voyez, les taux sont massifs, qu'on assisterait, et on voit bien leur crainte là, au déremboursement de nombreux traitements ou actes de santé, à une augmentation plus forte du reste à payer, donc la question toujours du pouvoir d'achat, mais également au développement d'une médecine à deux vitesses, à une augmentation importante des délais d'accès aux soins, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est très présent dans leurs craintes, à un accès aussi plus restreint aux médicaments qui sont les plus importants et en gros à une baisse importante de la qualité des soins. Donc l'enjeu est important, les candidats auraient tort de se priver de s'en emparer tellement il résonne dans l'opinion. Alors pourquoi ne le ferait-il pas? Pourquoi il n'y a pas ces réformes qui sont conduites selon les Français? On retrouve un reproche dont je crois Cynthia Fleury va débattre, qui est le fameux manque de courage des personnalités politiques, cette catégorie du courage qui est élevée maintenant en levier d'action ou plutôt d'inaction. Mais ce que j'aime bien dans les réponses à cette question, c'est que les Français sont également assez lucides sur eux-mêmes, puisqu'ils mettent à peu près au même niveau, et même un peu plus, 82%, le refus des Français d'accepter que l'on réforme leur système de santé parce qu'ils craignent de perdre certains avantages. Et puis on y ajoute un troisième facteur de blocage, donc il n'y a pas que les politiques, 79%, c'est le corporatisme des acteurs de santé de toutes sortes. Donc les conditions sont réunies à la fois pour que cette question de la santé occupe une place éminente dans la présidentielle de 2017, et puis elles sont peut-être réunies pour que, une fois de plus, je ne l'espère pas évidemment, mais ce thème passe à la trappe. Oui, merci effectivement, et c'est bien de rappeler qu'il y a ces trois blocages, entre guillemets, le manque de courage, la frilosité des Français, et il peut y avoir, on l'a évoqué ici même ce matin, un certain corporatisme parfois, y compris des acteurs du secteur santé. Cynthia Fleury et François-Xavier Bellamy, merci d'être avec nous. Alors, sur ce courage ou ce manque de courage et d'audace pour les politiques d'une façon générale et pas simplement sur le secteur de la santé, quel est votre avis? Cynthia Fleury. Là, on voit que de toute façon, sur la question du courage, c'est plutôt les torts sont partagés. Sur la question plus spécifiquement de la santé, oui, ça va grimper pour une raison simple. Alors, je ne sais pas si c'est pris en compte par les politiques assez, mais dans des périodes de précarité forte et de déstabilisation et de transformation et de métamorphose, si on veut le dire de façon positive, la première maison de l'homme, c'est son corps. Et donc la première politique de l'habitat, ça reste quand même la santé. Donc il y a une espèce de valeur cardinale de la santé qui est que la santé rend possible le reste.
Et donc, je pense que là, il y a une question fondamentale. Par ailleurs, il y a une question de l'allongement de la vie, il y a une question des aidants. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est à la 2e journée mondiale, en France de l'aidant à la PHP. Donc, chacun, là aussi, sait que cette vulnérabilité, mais cette vulnérabilité sécularisée, c'est-à-dire qui dure, avec laquelle on doit faire, qui dure très longtemps, qui impacte considérablement toute la famille, là aussi, les politiques doivent s'en saisir, parce que les entreprises doivent s'en saisir, etc. Parce que je vois très souvent, moi je les ai en tant que psychanalyste, des patients qui viennent se plaindre moins des médecins, par rapport à ces questions, bien évidemment, d'aidants, mais ils viennent se plaindre plus des entreprises qui ne comprennent pas assez la difficulté de ce que c'est que d'être un aidant. Or, quand une entreprise comprend cela, ça transforme absolument tout le process, parce que précisément ces personnes n'ont quasiment plus de ressources dans leur famille, au sens de se ressourcer, de reprendre force. Et si l'entreprise aide un peu, ça aide énormément. C'est-à-dire aménagement des heures, compréhension, etc., etc. Bon, bref. Donc, sur la question du courage en règle générale, il y a plusieurs choses. Il y a, je crois, une incompréhension, ou en tout cas un sous-investissement de la question du droit d'expérimentation. Ça me paraît absolument flagrant. Le pionnier, l'innovation, nous avons besoin, en plus d'avoir une conception fine de l'échelon, et l'expérimentation permet cela. Donc nous ne sommes plus dans des aires de massification, nous sommes dans des aires où on expérimente, mais on va aussi customiser derrière, on va éventuellement s'inspirer, mais pas reproduire exactement à l'identique. Donc tout ça, ça demande de l'expérimentation, on a un droit pour ça, et on est assez frileux. Et je dirais que c'est pas tellement par manque de courage, mais c'est par manque de connaissance de cet outil-là. De culture, c'est-à-dire de culture, plutôt de gouvernance multipartite, de coopération, de partage. On a dit tout à l'heure, il y a la question sur la question des données. C'est vrai que pour l'instant, on parle toujours de partage des données, mais il n'y a pas de partage des données. Il y a d'un côté ceux qui en donnent et de l'autre ceux qui les interprètent. Le jour où on fera véritablement du partage des données, c'est une autre histoire. C'est vraiment de l'open science et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc, plutôt ces stratégies multipartites, avec cette question de l'échelon, et puis également, on l'a vu à un moment donné, sur les questions de parésia, je reste dans la thématique du courage, hein, du dire vrai, c'est-à-dire à un moment donné, et la parésia, ça va du partage des informations réelles, à un moment donné, un diagnostic partagé, clair, qui à un moment donné se défait de la communication, de la novlangue, etc. Bon, donc voilà, donc à partir du moment, je crois qu'aujourd'hui on a compris cela. Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on a envie de bouleverser le peu de rentes qui sont encore en place? En tout cas pour certains, ça c'est une autre question. Mais là encore, heureusement, il se passe une appropriation tout de même de la part des citoyens, et même sur un sujet qui est plus complexe au niveau scientifique et au niveau de la question de la personnalisation des données, il y a plus de juridique, etc. C'est plus compliqué. Il n'empêche que là aussi, il y aura, je pense, une révolution intéressante à venir de la part des usagers et notamment des patients. François-Xavier Bellamy. D'abord, le sondage que vous avez présenté est très intéressant, et ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir, au début, vous nous aviez invités pour parler du courage des politiques pour réformer le système de santé, et les Français, semble-t-il, ont parfaitement conscience que le manque de courage est au moins également partagé, c'est-à-dire que les politiques ressemblent finalement à la société, et c'est beau de voir les personnes que vous avez interrogées le dire. Au fond, nous avons du mal à avoir du courage devant ces questions, et nous avons collectivement du mal à avoir du courage. Je crois que ce qui est très frappant, c'est que nous vivons dans une société où nous vivons deux expériences qui semblent totalement contradictoires, de sentiments totalement contradictoires, l'impression que tout change à toute vitesse, on en a beaucoup parlé ce matin évidemment, et en même temps l'impression que rien ne change et que rien ne peut changer et qu'on n'arrive jamais à changer. Et c'est très frappant de voir à quel point ce double sentiment est profondément anxiogène, et c'est peut-être du coup le bon moment pour le courage. Alors en vous écoutant ce matin, Cynthia Fleury est beaucoup plus spécialiste que moi de cette belle question du courage, mais quelques réflexions me venaient. D'abord, pourquoi parler de courage dans le rapport à la question de la santé ? Bien d'abord parce qu'on ne parle de courage que quand on a un rapport à la mort. Le courage est d'abord engagé dans le rapport à la mort, et c'est par dérivation, pourrait-on dire, que de ce rapport à la mort viennent toutes les autres formes de courage. Pour la philosophie grecque, par exemple, le courage politique, le courage des politiques n'est qu'une espèce de dérivé
du courage que l'on vit vraiment dans le rapport à la vie et à la mort, et quand la mort est devant nous. Et donc c'est clair que dans la question de la santé, où profondément ce qui est en jeu, c'est la fragilité, c'est la vulnérabilité de nos vies, dans ce contexte de précarisation dont parlait Cynthia Fleury, nous voyons qu'au fond, la question de la santé nous remet devant la nécessité et l'urgence du courage, précisément parce que nous sommes dans une société qui a sans doute de plus en plus de mal à vivre ce rapport à la mort sous toutes ses formes. À la mort, mais aussi à la fragilité, à la précarité, à la vulnérabilité, à la maladie, bien sûr, et on peut penser à ce que vous disiez à l'instant du monde de l'entreprise. On vit dans une société de la performance, de la rentabilité, qui veut toujours plus, toujours mieux. Et dans cette société-là, au fond, paradoxalement, le courage est difficile à vivre parce que le rapport à la mort est plus difficile à vivre, encore une fois, sous toutes ses formes, à la mort, à la faiblesse et à la fragilité. Deuxièmement, on pourrait dire que le courage est une question d'équilibre. Et peut-être c'est un élément intéressant à garder de la philosophie aristotélicienne. Le courage est un équilibre entre la peur et la témérité, dit Aristote. Ça veut dire la vertu est toujours un juste milieu, ni trop ni trop peu. Ce qui veut dire que, et là je crois que nous avons parfois un petit biais dans le regard que nous portons sur le courage, parce que nous avons collectivement tendance à n'opposer le courage qu'à la peur. À penser que le courage, ce serait justement de sortir de la crainte pour enfin transformer, réformer, changer, s'adapter. Et de ce point de vue-là, peut-être faisons-nous un peu l'impasse sur le fait que le vrai courage consiste sans doute aussi à savoir avoir un peu peur. Ou en tous les cas, à être à l'intersection, à l'intermédiaire, à l'équilibre entre un excès de peur qui nous paralyse et qui nous empêche d'agir, mais aussi un excès de témérité qui nous fait réformer sans cesse, transformer sans cesse. La vie politique française aujourd'hui, indépendamment des clivages partisans, elle est structurée par l'idée du changement. En 2007, c'était la rupture, en 2012, le changement, c'était maintenant, et probablement en 2017, on va encore parler de renouveau, de renouvellement, de changement, de mutation, sans qu'encore une fois, on ait l'impression de rien voir changer vraiment. En tous les cas, nous avons collectivement le sentiment qu'être courageux, ce serait tout changer. Or, de fait, ça n'est pas nécessairement le cas. Et nous savons bien que nous sommes aujourd'hui, dans le rapport à la médecine en particulier, dans le rapport à la science, devant ce défi de réinventer le courage comme un équilibre. Parce que, de fait, le courage peut consister à tout faire pour éviter la mort, mais le courage doit aussi consister à avoir peur de notre propre pouvoir parfois, de notre propre faculté d'agir qui est devenue extraordinaire et qui, de fait, dans les années qui viennent, va devenir de plus en plus étendue. Sans doute d'une façon que l'humanité n'a jamais connue avant. Et par conséquent, j'étais très sensible à la dernière table ronde, et dans la dernière table ronde, à la relation que des experts, que des praticiens peuvent avoir à la question, par exemple, des évolutions numériques, des évolutions de la technologie. Je me permettrai une toute petite nuance par rapport à ce que disait M. Rosès tout à l'heure, qui disait la question n'est pas de savoir si le numérique, il faut y aller, mais la question, c'est qu'on y va. Mais du coup, il me semble qu'il n'y a plus de questions. Or, pour qu'il y ait du courage, il faut qu'il y ait une question. C'est aussi ce que dit Aristote, c'est que le courage ne se présente à nous que dans une situation de choix. Aristote dit paradoxalement, si vous êtes en mer sur un bateau et que c'est la tempête, vous n'avez pas besoin d'être courageux. De toute façon, c'est la tempête. Si vous ne paniquez pas, on ne peut pas dire au sens littéral du terme que vous êtes courageux. Vous êtes juste maître de vous-même. Celui qui est courageux, c'est celui qui fait un choix courageux. Et pour qu'il y ait un choix courageux, il faut qu'il y ait une faculté de choix. Et par conséquent, il faut qu'il y ait une alternative. Et ça, c'est un élément très intéressant et très important. Je rejoins ce que disait la ministre tout à l'heure dans l'interview que vous avez réalisée quand elle disait la santé est aussi un lieu d'alternative. C'est un lieu de clivage. Il faut qu'il y ait des alternatives. Il faut que la démocratie se saisisse de la question de la santé pour recréer des alternatives. Nous avons des choix courageux à faire, c'est certain. Et c'est parce que nous avons des choix à faire qu'il faut être courageux. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de dire le sens de l'histoire, c'est ça. De toute façon, les technologies vont s'imposer à nous. De toute façon, le progrès va s'imposer à nous. De toute façon, les innovations vont se faire. Non. Précisément, il faut être courageux, c'est-à-dire savoir ce que nous voulons pour la médecine, savoir ce que nous ne voulons pas aussi. Et rappelons, c'est le dernier point, que dans le courage, il y a le mot cœur, c'est l'étymologie même du mot courage. Je crois que nous devons garder à l'esprit cette question décisive quand nous parlons de médecine, quand nous parlons notamment du rapport technique et technicisé à la médecine. Au fond, être vraiment courageux, c'est peut-être savoir ce que nous voulons pour la médecine et vouloir que la médecine passe encore par le cœur, c'est-à-dire par la relation de cœur à cœur entre le patient et le soignant. Merci pour ce développement. Cynthia Fleury peut-être rebondir sur il faut une question, quoi, finalement. Bien souvent, les politiques ne réagissent que lorsqu'il y a des accidents, des catastrophes, des trous dans les caisses, etc. Là, on va très loin. Il faut une juste question intermédiaire, probablement. Oui, mais repérer la question, oui, c'est aussi déjà un choix. Donc, oui. Et on voit très bien que pour les politiques, d'abord, très souvent, ils sont pris dans un système de course à l'échalote et puis d'accélération.
Ils ont besoin, pour faire évaluer leurs tâches, de visibilité, c'est-à-dire que non pas simplement du fait d'être vus, mais de faire voir leurs résultats. Or, surtout des enjeux tout à fait considérables de politique, c'est l'invisibilité du résultat qui comment dire, prévaut dans un premier temps, parce que c'est de l'investissement, donc c'est loin, c'est tardif, et l'évaluation pour eux est donc dommageable. Et donc, résultat, ils se tournent vers des faux enjeux, qui sont des enjeux de visibilité à court terme et qui permettent la sanction électorale, au sens où on va dire, ah ben oui, il a fait, et donc c'est visible, et tatati et tatata. Bon, donc cette invisibilité, si vous voulez, de ce qu'est la vraie politique, en tout cas dans les premiers temps, voilà, il devrait fabriquer du capacitaire, de l'empowerment, comme on a dit. Ça prend un certain temps. Sur les questions d'alternatives, et je dirais un petit peu les choses différemment, et puis, alors, tout à fait d'accord sur la question du courage. Le courage, Aristote dit, c'est une phronésis. Alors, ça ne vous dit rien comme ça, mais si je le traduis en latin, vous allez le comprendre, puisqu'en latin, c'est prudentia. Bon, et là, tout d'un coup, bon, tout de même, même le peu de latinistes que nous sommes devenus, c'est que, a priori, ça veut dire effectivement la question de la prudence, de la tempérance, du juste milieu. Donc ça, c'est évident, c'est pas un goût du risque, c'est un sens du risque. C'est très, très différent. Donc ça, c'est tout à fait certain. Et en revanche, vous avez quantité aujourd'hui d'innovations, tout ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, par exemple. Ce sont des innovations qui, en fait, sont des falsifications d'innovation. Elles sont là pour que rien ne change. Elles sont là pour perpétuer un ordre classique de surconsommation, comment dire, de système économique assez inégalitaire, etc. Et puis, en donnant l'illusion, effectivement, d'une innovation. Donc, la vérité de l'innovation, c'est l'appropriation sociale. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un seuil, et sur la question du numérique, c'est flagrant. Tout le monde a un ordinateur, de fait, mais très peu de gens sont capacitaires avec un ordinateur, au sens où ils vont produire des contenus et pas simplement lire des contenus. C'est très différent. Produire des contenus, vous avez la possibilité à ce moment-là d'influencer, de faire quelque chose de plus capacitaire, de plus participatif, etc. Donc c'est ça qui est aujourd'hui, comment dire, en jeu. Et sur la question de l'alternative, sur la nécessité d'humaniser la technique, on parle sans cesse de tournant ambulatoire de la santé et notamment de l'hôpital. C'est tout à fait essentiel. C'est en plus un souhait partagé, je pense, et par les médecins et par la sécurité sociale, au sens des questions de déficit, ça coûte quand même moins cher, et en même temps des patients. Donc on a là quelque chose qui est assez exceptionnel, puisque chacun s'entend sur la nécessité de la chose. Sauf que le premier partenaire du tournant ambulatoire, indépendamment d'une haute technicité, c'est le patient. C'est-à-dire que si le patient est absolument ou infantilisé, ou déconsidéré, ou désubjectivé, ça s'arrête très vite, le tournant ambulatoire, puisqu'on a absolument besoin d'un patient plus que partenaire. Un patient expert, compétent, et puis en plus d'une sphère autour qui va accompagner de manière humaine ce que le médecin a initié et va suivre, mais ne pourra pas accompagner au sens quotidien du terme. Donc ce tournant ambulatoire, il est absolument... voilà, ce qui est irréductible pour lui, c'est le maintien de la subjectivation, entre guillemets, dans les hôpitaux. C'est-à-dire que, non pas quand vous allez à l'hôpital, vous avez un sentiment de chosification, mais au contraire, vous avez un sentiment où votre sujet est reconnu, maintenu, et il va devenir acteur du soin. Donc c'est ça, c'est cette fonction, si vous voulez, soignante en partage que nous avons à inventer. Moi, je dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu, donc comment dire, à la PHP. Et c'était très drôle, puisqu'on a fait dernièrement différents cours. On est revenu, bien évidemment, de là d'où l'on vient, parce que souvent, vous avez un caractère un peu nostalgique des Français, c'était mieux avant, etc. La santé, c'est plus compliqué, parce que, fondamentalement, c'était peut-être un peu mieux avant dans le sentiment du colloque singulier, mais la santé, tout de même, c'était pas mieux avant. Il faut arrêter. Donc, là aussi, c'est intéressant de voir qu'on dépasse ces postures nostalgiques
où là, tout d'un coup, chacun peut dire tout de même que oui, j'ai peur de ne pas avoir accès aux soins, mais c'est une autre question. Et la médecine à deux vitesses est une réalité absolue. Mais en revanche, sur les différents, la technicité et même le rôle du médecin, vous reprenez, je vous renvoie parce que c'est assez drôle, et je ne dis pas ça contre les médecins, mais après tout, on a le droit de rigoler un peu. Vous reprenez la naissance de la clinique Foucault, le médecin, il arrive, si vous voulez, Foucault parle de l'apothéose du personnage médical, et il était annoncé avant à l'hôpital par une clochette. Donc, si vous voulez, on vient de là, on vient de la clochette qui annonce le passage du médecin avec sa cohorte, ce rituel-là. Donc, on ne vient pas d'un lieu où on a adoré le patient, ça n'existait pas. Le malade était un faire-valoir de la théorie médicale. Donc, le sujet malade, en fait, il n'a jamais autant existé que maintenant. Donc c'est une très bonne chose et il faut aller dans ce sens-là parce que, encore une fois, le soin n'est pas d'un côté les soignés et les soignants. Le soin, c'est une fonction en partage. Brice Teinturier. Non, je voudrais juste prolonger l'idée que François-Xavier Bellamy a soulignée, qui est qu'il n'y a pas de courage sans alternative et sans choix. Et on peut la compléter par un autre philosophe qui disait que le vrai, c'est quand les idées sont claires et distinctes. C'est à cela qu'on reconnaît le vrai, explique Descartes. Et ce qui montre, je crois, qu'on n'arrive pas à construire une controverse politique que le politique vient ensuite trancher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision de gauche, une vision de droite autour de la santé, c'est ça qui empêche la santé d'émerger comme sujet d'une campagne présidentielle. Et on aboutit à quoi ? On aboutit à des constats du coup qui sont très généraux, dans lesquels s'enferme chacun des candidats, qui sont du coup consensuels. Et c'est pour ça qu'il y a cette frustration aussi des Français, parce que le thème est fondamental, et vous l'avez rappelé chacun, mais la controverse n'est pas fabriquée, donc il n'y a pas de possibilité d'alternative, donc il n'y a pas de possibilité de choix, et donc il y a cette impression de tourner un peu en rond. À l'arrivée, si cette controverse n'est pas fabriquée, c'est la société civile qui essayera de faire sans, comme elle le fait sur bien des sujets, sans les politiques. Oui. Et du coup, François-Xavier Bellamy, est-ce justement le sens même des politiques de faire preuve d'audace, de courage ou d'aller plutôt vers un consensus ? Non, précisément, je crois que nous vivons dans une période de grand piège de ce point de vue-là. Nous vivons, c'est vrai, nous avons vécu une année de traumatisme national et cette année nous a donné à bien des égards l'envie de ce consensus et nous avons animé et agité avec beaucoup d'enthousiasme l'idée de l'unité nationale. Cette idée d'unité nationale nous fait paraître le clivage et la confrontation comme des ennemis de la démocratie. Or, la démocratie, c'est la confrontation, non pas de façon négative et belliqueuse, mais la démocratie, c'est l'organisation processuelle, institutionnelle, des divergences qui peuvent naître entre nous sur toutes les grandes questions de notre vie collective et de nos vies particulières. Et précisément, nous en avons besoin parce qu'en matière de politique, il n'y a pas d'idée qui soit totalement et définitivement claire et distincte, il n'y a pas de vérité évidente qui s'impose. Et c'est aussi ce que dit Aristote quand il parle de la phronésis. Pourquoi avons-nous besoin d'être prudents ? Parce que dans ce monde où nous avons à agir, dans ce monde où nous avons à décider, tout est confus, tout est indistinct. Les choses se présentent à nous avec une forme de chaos, d'indistinction. Et au fond, la grande question du stratège militaire, c'est la grande question du politique. Y aura-t-il, oui ou non, demain une bataille navale ? Demande Aristote dans le traité de l'interprétation. Qui peut dire quand la guerre sera déclenchée ? Qui peut dire dans quel sens la technologie va évoluer ? Qui peut dire quelles seront les attentes des hommes demain? Bref, nous vivons dans ce monde d'indistinction. Et c'est dans ce monde d'incertitude que le dialogue est absolument nécessaire. Et le rôle des politiques, c'est de se faire les serviteurs de ce dialogue en assumant des visions qui soient claires, elles, pour le coup, des visions qui soient construites, qui soient cohérentes, et qui, dans leur cohérence, se présentent aux citoyens comme une occasion de structurer leur propre discernement. Alors évidemment, bien souvent, la justice est précisément dans une forme de juste milieu, mais pour trouver ce juste milieu, encore faut-il que des polarités se soient exprimées. Et je crois que nous aurions un grand tort de chercher le consensus, non pas au sens où nous ne devons pas chercher l'unité de la société, bien sûr, et du point de vue de la médecine, c'est une certitude, et c'est un drame de voir précisément que cette réalité de la médecine à deux vitesses finit par s'imposer à tous. Nous avons tout à fait raison de chercher l'unité de la société, de refaire même cette unité de la société, ce qu'on appelle communément le vivre ensemble, mais vivre ensemble ne suppose pas de faire disparaître les divergences qui existent entre nous. Au contraire, vivre ensemble suppose de les faire apparaître, pour ainsi dire,
dans le dialogue, dans la conversation politique. Et c'est effectivement de ce manque de vision que nous souffrons aujourd'hui profondément. Ce qui fait que, comme vous le disiez à l'instant de façon si juste, et c'est vrai sur la santé comme sur beaucoup d'autres sujets, les politiques de tous bords sont très souvent réduits à n'être que paradoxalement des techniciens ou à ne se placer que dans la position de technicien, à proposer instantanément des réformes, des transformations qui sont d'ordre programmatique, là où au contraire on les attendrait d'abord et avant tout, et c'est très frappant de les entendre dans la vidéo que vous avez montrée. Encore une fois, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, mais on voit qu'il y a immédiatement un rapport à la chose à faire, mais beaucoup moins de faculté de déployer une vision en amont de ce que doit être la santé, de ce qu'elle peut être, de ce qu'on peut en attendre, de ce que même on entend par le mot de santé ou de maladie, et par la façon dont nous arrivons à faire vivre la question de la maladie et la question de la mort à l'intérieur de la société. Ouais. C'était forcément réducteur un petit peu sur les vidéos, puisque évidemment nous n'avons retenu qu'une petite minute sur des passages qui sont quand même plus en longueur sur notre plateforme France Santé 2017. Cynthia Fleury, vous vouliez réagir, je crois, sur juste milieu, justice, non? Non, sur vision. Moi, oui. C'est vrai que c'est toujours... je partage sans partager ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas sûre que... bien évidemment, on a toujours besoin de vision. Mais si vous regardez un peu, si vous faites un tour des visions qui sont déjà proposées et par la société civile et même par des politiques, elles sont là. Donc, si vous voulez, nous ne sommes pas en déficit de vision au sens où, et puis alors particulièrement sur la santé, on a un petit peu quand même encore une idée de ce que doit être cette appropriation du progrès. La difficulté réelle aujourd'hui, c'est aussi quand même le comment. Et comment ne pas réduire ce comment à quelque chose de technocratique? Parce que la technocratique, ce n'est pas du comment. Le comment mérite de l'invention, mérite de la transgression des normes ridicules et de la standardisation qu'est la technocratie. Et donc cette invention du comment, je suis pas sûre, si vous voulez, il y a une réalité du pourquoi, mais la finalité, somme toute, il suffit d'ouvrir, et on parle du net, mais on a un état de l'art, mais considérable sur ce qui peut être fait, etc. On a aussi un état de l'art considérable sur le comment. Et là, les politiques, en revanche, manquent sérieusement de courage, parce que nous avons un état de l'art sur ces manières de faire, d'où la nécessité de l'expérimentation, d'où la nécessité du partage et d'où la redéfinition du rôle du politique. Le politique n'est pas simplement l'inspecteur des travaux finis ou celui qui, comme un général sans armée, va dire ce qu'il faut faire. C'est terminé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fera sans, mais on fera autrement avec eux. Ils ne sont pas pionniers. Très souvent, ils arrivent plus tard dans la boucle de légitimation et de généralisation. Mais en revanche, du rôle de leader ou d'initiateur, ils deviennent plutôt des facilitateurs, c'est-à-dire des gens qui mettent ensemble, qui affrontent la question d'une gouvernance plus équitable, moins arbitraire, etc. Et toutes ces questions-là, c'est de l'invention démocratique. Et elles sont très souvent dévalorisées, soit par paresse, parce que c'est beaucoup plus simple d'aller sur la vision et de dire mais voilà, moi je voudrais faire cette chose magnifique, splendide, etc. Puis on ne va pas sur le comment, soit par, là en revanche, non pas paresse, mais conservatisme technocratique, qui est de dire ah ben non, ben on fera comme ça parce que le comment est déjà posé. Non, il est à inventer. Ouais. Et un comment avec notamment les acteurs concernés, c'est-à-dire les professionnels, les patients, en fait, François-Xavier Bellamy aussi, quoi. La vision, elle est certes chez les politiques, mais ils doivent prendre en compte ce que disait en fait Cynthia Fleury aussi, l'environnement aujourd'hui, les acteurs qui se font connaître sur le net notamment, quoi, hein. Bien évidemment. Quand je disais vision, je ne présentais pas une espèce de rôle héroïque du politique capable de dessiner. Au contraire, je crois avoir dit d'ailleurs que les politiques devaient se faire les serviteurs de la conversation démocratique en venant incarner, en représentant, c'est le principe de la démocratie, justement des divergences qui se font jour à l'intérieur de la société. Encore une fois, je ne pense pas du tout, et ça n'a jamais été le cas, et aujourd'hui moins que jamais, le politique comme celui qui va donner les mots à la cité pour dire ses propres difficultés, mais au contraire celui qui va tenter de s'en imprégner pour faire vivre ces divergences. Et aujourd'hui, je crois malgré tout que nous sommes devant... Alors évidemment, le comment mérite de l'invention, la formule est magnifique, elle est tout à fait juste, c'est-à-dire que dans le comment même, il y a des alternatives à créer, mais il y a aussi une question de vision, de fond, de ce que doit être... Par exemple, puisque nous parlons de la santé, la question de la santé et de son organisation, je pense à la question du rapport, par exemple, entre le soignant et le patient. Vous évoquiez tout à l'heure la figure centrale du médecin dont nous héritons aujourd'hui. Et nous voyons à l'inverse, aujourd'hui, beaucoup de
soignants inquiets de l'évolution, et notamment de l'évolution des technologies qui semblent effectivement donner aux patients un pouvoir plus grand, et donc nous les voyons parfois inquiets d'être dessaisis de l'autorité, de la chose savante qu'ils pouvaient revendiquer jusque-là avec une forme de monopole. Et je crois que cette question fondamentale, elle appelle un discours proprement politique, non pas au sens politicien bien sûr, mais un discours en termes de vision sur ce que nous concevons comme étant, par exemple, le rôle du savoir dans la société contemporaine. Et la façon dont ce savoir est distribué, dont ce savoir est réparti, et la façon dont ce savoir peut être fécond et utile. Il me semble que précisément, jamais dans l'époque du numérique, le savoir et son autorité singulière n'ont été si nécessaires pour servir de médiation, pour servir de médiateur entre, par exemple, les patients et leur propre situation et la compréhension qu'ils en ont. Et donc ce travail-là d'élaboration d'une vision, je crois que les politiques, en tous les cas aujourd'hui, s'en saisissent de façon trop superficielle, trop rapide, pour aller peut-être trop vite vers un comment perçu de façon technocratique comme quelque chose d'une évidence linéaire. En conclusion, peut-être le courage et l'audace en politique pour la santé, Cynthia Fleury, en quelques mots. Alors, en quelques mots, moi je défends, c'est vrai, le courage comme déjà le premier outil de protection du sujet. Donc oublions un instant la politique, oui, mais ça s'adresse aux individus que nous sommes. C'est-à-dire véritablement, on a souvent associé le courage à ce qui nous met dans une situation inconfortable, compliquée. L'enjeu, c'est de comprendre que précisément pas. C'est-à-dire que sur le court terme, ça peut apparaître compliqué. Sur le long terme, en fait, le prix du courage est bien moins cher à payer que le prix du manque de courage. Donc le courage, premier outil de protection du sujet, déjà. Parce que tout simplement, un sujet doit faire sujet, sinon il tombe en dépression ou il fait des passages à l'acte plus complexes. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, le courage comme outil de régulation. Moins peut-être comme outil de leadership, mais comme outil de régulation, c'est-à-dire que voilà, nous avons à inventer, chacun d'entre nous, notre part dans la régulation démocratique. Et ça, c'est quelque chose de passionnant à faire, mais ça demande effectivement de se saisir de ce courage, alors que souvent on pouvait s'en dessaisir avec la meilleure intention du monde. Mais voilà, l'enjeu, c'est de montrer que, comme dit Foucault, voilà, il faut s'obliger. Il faut s'obliger à, et dans la participation politique, l'invention démocratique, le courage est un outil de régulation premier. François-Xavier Bellamy, et ensuite peut-être quelques mots de conclusion aussi dans la salle. Peut-être simplement, je crois que le courage, comme vous venez de l'évoquer, nous met aussi devant une question décisive pour nos institutions politiques aujourd'hui, qui est la question du temps. Ouais. Être courageux, ça suppose devant un choix à faire de prendre en compte le long terme, c'est-à-dire de prendre en compte l'après. Être courageux dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois éviter l'excès de peur et l'excès de témérité, suppose d'avoir une vision du temps long. Et si nous sommes en difficulté peut-être dans notre rapport à la santé, c'est tout à fait passionnant le débat que vous avez eu tout à l'heure sur la question de la prévention. C'est peut-être justement à cause de ce raccourcissement du temps qui nous fait, y compris sur le plan politique, réagir à des difficultés, réagir à une maladie, plutôt que de prendre en considération le temps long. Et là, il y a clairement pour nous aujourd'hui, je crois, un défi majeur, la question de savoir comment nous allons ajuster nos institutions pour qu'elles puissent, de façon beaucoup plus profonde, prendre en considération cette dimension du temps long dans une période où tout semble voué au raccourcissement du temps. Quelques réactions, oui, dans la salle. Quelques minutes. Micro, là-bas. Allez-y. Ouais. Bonjour, excusez-moi. Déjà un plaisir et bravo aux organisateurs. C'est intéressant d'écouter des philosophes sur la question de la santé. Je suis un peu subjective puisque je suis assez fan de Cynthia Fleury. Je dirige mon cabinet de conseil, Olivia Grégoire. Vous disiez dans La fin du courage, qui est un ouvrage que je recommande lourdement à tout le monde, vraiment et sincèrement, avec cette phrase que j'ai trouvée très forte. C'est souvent aux confins du découragement que se trouve véritablement le courage. Donc en fait, est-ce que c'est pas résolument optimiste sur les années à venir concernant le système de santé, puisque nous sommes relativement aux confins du découragement? Première question, petit clin d'œil. Deuxièmement, question, eu égard à ce que vous disiez sur les institutions, ne pensez-vous pas, vous parliez de peur aussi, que le caractère pénal, pour rentrer dans les choses, que porte le ministre de la Santé et des Solidarités aujourd'hui, puisque c'est le ministère de la Santé est exposé pénalement, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble des autres ministres, n'est pas un frein institutionnel aussi à la prise de risque
et au courage dans les prises de décision depuis une quinzaine d'années maintenant, et indépendamment des courants politiques. Le casting est parfois un peu jugé faible, etc. On ne parle jamais du fait qu'il y a un statut pénal du ministre de la Santé qui est exposé devant les juges, ce qui n'est pas le cas du ministre de l'Environnement ou de l'Intérieur. Je voulais juste avoir votre sentiment en termes d'évolution institutionnelle. Est-ce que ce n'est pas un levier pertinent à activer ? Sur le confin du découragement et ensuite... Alors sur le confin du découragement, c'est vrai que tout simplement là, ça part d'une expertise analytique, c'est que souvent, d'abord vous avez un phénomène de dessaisissement naturel par rapport à la question du courage, parce que ça a été dit tout à l'heure, mais on a souvent considéré que le courage était une valeur à pratiquer en temps de guerre, extraordinaire, donc d'une certaine manière pas obsolète, mais inadéquate dans les temps qui sont les nôtres. Elle n'est pas appropriée, mais elle est comme disproportionnée, comme trop excessive, alors qu'il y a bien évidemment quelque chose de beaucoup plus protecteur, régulateur, ordinaire, de stabilité profonde du courage. Et donc c'est dans ces épreuves de découragement, on redécouvre suivant la puissance vitaliste essentielle du courage et sa puissance de protection. Est-ce que je suis optimiste par rapport au temps qui arrive ? Je nous sens un peu, vous savez, dans la belle définition de Gramsci sur ce qui est une crise, c'est-à-dire un monde s'effondre et le nouveau tarde à venir. C'est-à-dire qu'on est tout de même dans une difficulté d'identifier réellement ce qui émerge. Comment ça émerge? Comment nous allons le rendre plus ou moins durable? Comment nous faisons que cette émergence soit capacitaire pour les individus? C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et ça demande en plus aussi des renouveaux de nos grilles de lecture, parce que par rapport à... Je vois très bien, moi j'enseigne depuis maintenant un petit peu moins de 15 ans, mais enfin bientôt 15 ans. Il y a 10 ans, mes élèves étaient encore dans des complexes statutaires assez forts. Aujourd'hui, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais fondamentalement, ils sont beaucoup plus aptes à voir dans une multitude de tâches quelque chose qui n'est pas dégradant, quelque chose qui n'est pas antinomique d'une carrière, mais au contraire, une possibilité pas de réinvention, mais de continuité différente. Donc, on voit bien que voilà, nos représentations aussi sont à changer sur ce qu'est la mobilité, l'adaptation, la réussite, etc. La France a des visions très standardisées de ce qu'est la réussite, les profils d'excellence, etc. Il faut avoir des définitions beaucoup plus extensives de ça, et ça nous aidera aussi à vivre ce monde en mutation. Et sur la question de la prise de risque, oui, certainement, mais ça vient aussi, si vous voulez, d'une culture qui a tendance, en règle générale, à être assez d'accord pour assumer une prise de décision, un peu moins pour assumer une question de responsabilité. Et d'ailleurs, je le dis aussi pour les citoyens, quand on fait de la démocratie participative, ce sont les premiers à dire et la décision, on dit d'accord, et la responsabilité. Et là, tout d'un coup, c'est mince. Ah bah oui, il y avait le deuxième volet de... Bon, voilà, bah oui. Donc il y a l'effet retour, et ça, c'est effectivement... voilà, nous avons à avancer sur cette idée que, en plus, là, je parle, c'est dans la charte de l'environnement, mais plus globalement, la question du principe de précaution, elle est beaucoup plus ouverte que ne concernant que l'environnement. Et on voit très bien qu'on a une culture du principe de précaution qui, normalement, devrait être plus de précaution, plus de science, plus de recherche. Et qu'on a souvent une culture de blocage, c'est-à-dire on utilise le principe de précaution, on l'instrumente pour précisément... en tout cas, ne pas prendre de décision, alors que normalement, dans les textes, il incite à produire de la connaissance et non pas à empêcher l'action et la connaissance. Peut-être. Oui, allez-y. Question. Oui, je voudrais reprendre, enfin, c'est pas une question, plutôt une remarque, les trois termes que vous avez utilisés, courage, vision, temporalité. Je voudrais les reprendre, mais versus professionnels de santé. Il y a quelques années, une dizaine d'années, les professionnels de santé se sont retrouvés isolés, avec des pratiques qui ne correspondaient plus à leurs souhaits. Et donc, certains se sont mis autour de la table et par rapport à cette phase de découragement, ils ont essayé de répondre. Ils sont mis ensemble et ont essayé de trouver des réponses avec une temporalité qui n'était pas fixée. Ils avaient du temps devant eux et avec cette vision qu'ils avaient de la médecine de demain. Et effectivement, au travers d'exercices regroupés, ils se sont retrouvés autour de ça et ont pu développer ces structures de maisons et pôles de santé.
Aujourd'hui, ces structures n'ont pas bénéficié d'appui politique particulièrement. Ils n'étaient pas syndiqués, ces gens-là, et ils ont quand même pu être une force de proposition qui a été reprise par les élus. Et du coup, les élus ont validé cette démarche. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on peut quand même partir de la base, avoir des idées de la base qui émergent et qui sont reprises par les politiques. Vous voyez, les politiques sont dans des temporalités très restreintes, alors que nous avions cette possibilité dans le temps de se structurer et de nous organiser. In fine, aujourd'hui, il y a environ 10 ans, il y avait une dizaine de structures. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000. 1000 à une moyenne de 15 professionnels, ça fait 15 000 professionnels, vous voyez, sans que ce soit une volonté politique au départ. C'était porté par des professionnels de santé. Okay, donc, peut-être en conclusion, je ne veux pas... mais avoir cet espoir que, en partant de la base, des besoins identifiés à partir des professionnels de santé, on puisse arriver à des propositions qui montrent qu'on peut travailler ensemble pour peu que les politiques nous suivent. Merci. Une dernière question, alors effectivement, avant le cocktail déjeunatoire, puisque nous sommes là depuis déjà tôt ce matin. Stéphane Andrès. Oui. Ce qui a été dit autour du courage a évidemment un lien avec ce que pointait également Brice Teinturier, c'est-à-dire pourquoi lors des présidentielles, le débat santé n'est pas mis au cœur du débat. J'aimerais vous interpeller là-dessus. Il me semble que la question de la santé, c'est la question de l'avenir individuel pour chacun et de l'avenir collectif. Et que dans toute la dernière période, finalement, nos hommes politiques ont laissé à penser que l'avenir était quelque chose qui s'imposait à nous. Alors que le courage, me semble-t-il, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Bellamy, le courage, c'est de dire non pas ce qui s'impose à soi, et là-dessus Cynthia est évidemment d'accord, c'est pas dire ce qui s'impose à soi et qui nous mettrait dans un état de servitude, mais le courage, c'est de repérer qui on est et de savoir où on veut aller. Et donc, du coup, l'intuition sans doute qu'il y a, c'est que l'homme politique qui, durant cette présidentielle, dira je prends la question de la santé sur le souhaitable, je fais la démonstration que le destin de la France ne procède ni de la technique, ni de l'économie, ni de l'extérieur, mais que la vocation et le courage de l'homme politique, c'est justement de trouver le bon équilibre entre la vision, n'est-ce pas, là où on veut aller, et puis le monde tel qu'il est, et que du coup, c'est ça le travail. Et alors, de sorte que le commun projeté puisse encastrer ensuite la dispute. Parce que sur la santé, évidemment, ça a été dit dans l'étude, les Français veulent tout et son contraire. Enfin, les Français veulent une santé de qualité, une santé proche et une santé d'égal accès. Oui, mais quand même, le petit hôpital près de chez soi qui fait du cancer, c'est pas Gustave Roussy ou Paul Brousse ou Curie. Donc, me semble-t-il, si on dit voilà l'idée qu'on se fait de la santé demain, alors ensuite peut se déployer une dispute et des arbitrages sur des choix où effectivement on imagine, c'est ce qu'il y avait dans le sondage de Brice Teinturier, que les gens de gauche sont un peu plus attachés à l'égalité quand les gens de droite seraient un peu plus attachés à la responsabilité. Merci pour cette dernière réflexion. Merci pour ce forum. Vous retrouverez toutes les interviews, tous les débats sur France Santé 2017, la plateforme qui ne fait que commencer effectivement et qui va vivre tout au long de la présidentielle et peut-être même au-delà. Il y aura un prochain forum en novembre où on pourra aborder d'autres questions parce qu'on n'a pas tout abordé. Et ici même probablement, et un autre en janvier au Collège de France. Merci à tous.